عذرا. Nouvelle édition de la rédaction. Merci d'être avec nous sur Futur TV pour ce nouveau journal. Le 14 mars, presse Tamam Salam de ne plus reporter le Conseil des ministres par la voix de son secrétaire général Fares Saïd à l'issue de sa réunion hebdomadaire, alors que la querelle sur le mécanisme d'action du gouvernement et la crise des déchets paralysent les institutions. La coalition exhorte le chef du gouvernement à rester attaché à l'accord de Taïf et à la Constitution. Tarek El Mallah, le jeune activiste qui s'en est pris hier à la voiture du ministre des Affaires sociales, Rachid Derbas, est toujours retenu par les forces de l'ordre. Ce matin, des dizaines d'activistes se sont rassemblés devant le palais de justice pour réclamer sa libération. Le ministre, qui assure quant à lui être resté bloqué 15 minutes dans sa voiture, a fait part de son intention de porter plainte contre le militant. Ce dernier avait participé hier à la manifestation organisée en protestation à la crise des déchets. Dans le reste de l'actualité, 2 militants palestiniens ont été arrêtés à Ain el-Helwé par les forces de sécurité palestiniennes après les affrontements meurtriers d'hier soir. Il s'agit de Saleh Miari et Mohamed Shana, 2 membres d'un groupuscule dénommé Al-Makdessi. Ils ont ensuite été remis au service de renseignement de l'armée libanaise à côté de l'hôpital gouvernemental de Saïda. C'est la seconde fois en 10 jours qu'un simple accrochage routier débouche sur une tragédie. Le lieutenant-colonel Rabia Khalil est décédé ce matin des suites de ses blessures. L'officier des commandos de l'armée libanaise avait été abattu par balle il y a 2 jours pour une querelle portant sur une priorité de passage sur la route Bdedoun-Komatié dans le Casa de Alaï. En Cisjordanie, des clashs ont opposé des résidents palestiniens aux forces de l'ordre israéliennes. Les résidents de Beth ont tenté de démolir des bâtiments en construction au moment même où Benjamin Netanyahou avait annoncé la construction immédiate de 300 logements dans cette localité, ainsi que la planification de plus de 500 logements à Jérusalem-Est occupés et annexés. La réponse de l'OLP n'a pas tardé à venir. Une dirigeante de l'organisation palestinienne a aussitôt dénoncé un crime de guerre. À Quneitra en Syrie, 2 membres du Hezbollah et 3 miliciens pro-régime ont été tués dans une frappe israélienne. C'est ce qu'indique l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Un drone a visé leur voiture à l'entrée de Hadar, dans cette province à la lisière du Golan occupé. Cette frappe est la 2e de l'aviation israélienne contre le Hezbollah cette année. Le 18 janvier dernier, 6 combattants du mouvement chiite, dont Imad Mougnier, le fils de l'ancien chef militaire du Hezbollah, avaient péri donc dans une frappe similaire. Feu vert turc à l'utilisation par les Américains de la base aérienne d'Incirlik dans le sud de la Turquie. Washington peut désormais servir à tout moment de cette base à la position stratégique pour rapprocher les F-16 américains de leurs cibles djihadistes. De son côté, l'aviation turque a mené cette nuit une nouvelle série de raids contre des bases des rebelles kurdes dans le nord de l'Irak ainsi que dans le sud-est de la Turquie. Des opérations aériennes ont été conduites contre des bases arrières du Parti des travailleurs du Kurdistan. Et à Diyarbakir, la grande ville, la majorité kurde du sud-est du pays, on craint une nouvelle guerre entre l'armée kurde et les Kurdes. Léla Salih nous en dit plus. Dans le ciel de la province de Sirnak, des avions de l'armée de l'air turque. Un raid aérien vient d'être mené contre des positions du PKK dans cette région du sud-est de la Turquie. Une première sur le sol turc, le signe d'une escalade de la tension entre Ankara et les rebelles kurdes. Dans la ville de Diyarbakir, capitale officieuse des Kurdes de Turquie, l'atmosphère est de plus en plus pesante. Ici, le souvenir de la guerre ouverte entre le PKK et le pouvoir central dans les années 90 est encore vif, mais beaucoup espèrent une issue différente. La Turquie vit en ce moment une période trouble. Mais je ne crois pas que la Turquie va revivre ce qu'elle a connu dans les années 90, parce que nos jeunes veulent la paix. Début juin pourtant, les élections législatives avaient réveillé les espoirs de paix. Le parti pro-kurde HDP a réalisé une percée historique avec 13% des suffrages et l'élection de 80 députés. Mais l'attente de voir le processus de paix se concrétiser semble définitivement s'éloigner avec la reprise des bombardements.
À Diyarbakir, la plupart des habitants pointent du doigt la responsabilité du président Erdogan, accusé de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger les Kurdes ciblés par les djihadistes. Mais certains attendent désormais du PKK qu'il clarifie sa position. Si le PKK le veut vraiment, il pourrait calmer les jeunes très en colère après les événements et les encourager à mener des actions politiques et non rebelles. Mais au contraire, le PKK préfère pour l'instant utiliser ces jeunes dans des affrontements de rue. Mardi, le président Erdogan a jugé impossible la poursuite du processus de paix engagé avec les Kurdes, accusés de menacer le pays. Le PKK, de son côté, a estimé que la trêve observée depuis 2013 est désormais vide de sens. Et on reparlera de cette trêve avec notre invité, Roger Hédé, chef du Parti de la Paix, dans quelques instants. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info. Il n'y a pas de choix pour la Turquie que de poursuivre le dialogue avec les Kurdes. Une déclaration signée Roger Hédé, le chef du Parti de la Paix, qui est l'invité de ce CSA 40, pour également évoquer le dossier du nucléaire iranien. On l'écoute. Il y a toujours des interruptions dans les dialogues, mais il n'y a pas de choix pour la Turquie que de poursuivre le dialogue avec les Kurdes. Mais aujourd'hui, la Turquie, elle fait plus. Elle obtient l'accord sur 30 km de buffer zone, de zone tampon, qui va la conduire jusqu'à Alep et qui va faire que ce territoire ne sera ni à Daesh, ni donc à l'État islamique, ni aux Kurdes. Et pour la Turquie, c'est une autodéfense d'un côté, mais c'est aussi la Turquie qui entre en jeu pour définir l'ordre nouveau au Proche-Orient. Daesh, aujourd'hui, a le plus grand État de la région, de facto. Cet État a besoin d'accès à la mer. La menace pour le Liban est évidente. Daesh se trouve aujourd'hui avec un seul couloir qui lui est resté ouvert. Le couloir qui passe entre Hama, où elle est, et Homs, où elle est. Elle peut très bien accéder au Akkar, Ménier, Tripoli. Dès lors qu'elle est à Tripoli, c'est un État, quand on parle de 20 ans, quand le général, le chef des états-majors américains parle d'une guerre de 20 ans avec Daesh, donc ça peut être aussi 30 ans ou ça peut être 10 ans, mais il parle de reconnaître un jour une réalité. J'attire l'attention sur le fait que, jusqu'à présent, l'attitude du chef spirituel de l'Iran, de Khamenei, reste mort à l'Amérique, mort au grand Satan. Je l'ai déjà répété plusieurs fois et je le répète après l'accord, ce qui est important, parce qu'après l'accord, je continue à penser que l'imam Khamenei n'est pas intéressé à autre chose que d'utiliser l'accord pour alléger l'isolation de l'Iran, d'utiliser l'accord pour continuer à préparer sur les 10 ans qui viennent tranquillement sa bombe, et de l'utiliser surtout pour déclarer victoire et préparer sa succession en tant que leader suprême à son fils, au lieu que ce soit une succession dans la tradition iranienne de Khomeini à Khamenei, d'un wali al-faqih, d'un représentant de Dieu sur terre. Il n'y a aucun changement de ce point de vue, car les États-Unis ont commis l'erreur grave de ne pas insister que les négociations couvrent les deux volets du problème avec l'Iran, et le volet nucléaire et le volet de la déstabilisation de la région et du soutien à la terreur. Quand vous parlez des États-Unis, vous parlez d'Obama, parce que dans les derniers débats, que ce soit les candidats à la course à la Maison-Blanche, ils évoquent que c'est un accord qui ne représente que l'administration Obama et qu'éventuellement, si un nouveau président américain viendrait, les cartes pourraient changer. Excellente question. Car aujourd'hui, nous allons être devant une situation dans 40 jours, 50 jours, où le Congrès va voter à la majorité contre l'accord. Donc dès lors que le Congrès vote à la majorité contre l'accord, pour faire passer l'accord, il y a le veto présidentiel. Donc il suffit qu'un nouveau président soit élu pour que ce veto soit levé et que l'accord tombe. On peut faire tomber l'accord
le lendemain même de l'élection, pas de l'élection, de la prise, parce qu'il y a la période transitoire, donc le lendemain du 20 janvier 2017. N'empêche que je commence à me poser la question, dans quelle mesure le président Obama serait-il réellement capable, dans les dizaines de jours qui restent, contre une opinion publique qui commence à être influencée non seulement par le Congrès qui est contre, mais également par les candidats présidentiels qui sont contre. Même la candidate démocrate qui est en tête de liste, Madame Clinton, est elle-même en train de tergiverser, de zigzaguer dans ses déclarations vis-à-vis de cet accord, car elle réalise que sur le terrain, elle est capable de perdre des villes importantes et vitales pour son élection. Pour conclure, nous sommes dans une situation où l'ordre international vit une période de transition entre un président qui commence à être un grand preacher, un prêcheur, un éducateur, et il peut être brillant dans cela, comme nous l'avons vu hier au Kenya, pour les causes de la femme, pour la cause de l'avancement des peuples, etc., mais qui est considéré comme un président qui est un échec sur le plan des relations internationales et du leadership national. Dans cette période de transition, la guerre civile en cours au Proche-Orient va continuer et elle va même s'enflammer. Comment pouvons-nous protéger le Liban dans une situation pareille? Le seul moyen est que nous ne cherchions pas à gagner les uns sur les autres durant la période transitoire, ni par les poubelles, ni par les pressions sur le Premier ministre, ni par la question de la présidence de la République, ni par la question de « je veux mon gendre ou mon cousin ou je ne sais qui comme général en chef de l'armée ». Claire. L'allusion directe au général Aoun. Bien sûr, au drame du Liban. Le général Aoun, depuis qu'il a été désigné Premier ministre du Liban sous pression par le président Amin Gemayel, qui avait été sous pression pour le désigner, le Liban vit le drame de Michel Aoun, qui est populaire parce qu'il joue la haine de l'autre. Il y a toujours une popularité à jouer la haine des autres, à blâmer les autres, à jouer à la victime. Il est très bon à cela. L'apparatus mis en place durant des années par la Syrie, hérité aujourd'hui par l'Iran, est à sa disposition pour l'utiliser. Et il se laisse utiliser allègrement. Abus est en Iran 15 jours après l'accord sur le nucléaire iranien conclu entre Téhéran et les grandes puissances. Ce séjour est le premier d'un ministre des Affaires étrangères dans ce pays depuis 2003. Laurent Fabius a transmis une invitation pour novembre prochain du chef d'État français François Hollande au président iranien Hassan Rouhani. À Téhéran, le chef de la diplomatie française a rencontré son homologue Mohammad Jawad Zarif. On les écoute. Nous avons commencé de bonnes discussions pour la recherche d'une coopération régionale contre le terrorisme et l'extrémisme. Je suis heureux que chacun s'accorde pour dire qu'il est nécessaire, pour nous tous dans la région et dans le monde, de s'unir et de coopérer dans le combat contre le terrorisme. Des sources gouvernementales afghanes ont confirmé la mort du Mollah Omar, chef suprême des talibans afghans, et ouvert une enquête. Des informations obtenues par le correspondant de France 24 à Kaboul. Un porte-parole du groupe contacté par la BBC a déclaré qu'un communiqué serait publié prochainement. Selon la chaîne, le Mollah Omar, à qui Oussama Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda, avait prêté allégeance en 1997, est mort il y a 2 ou 3 ans. Il avait été traqué en vain par les soldats de la coalition internationale déployés dans le pays. Sa tête est mise à prix pour 10 millions de dollars par Washington. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur notre antenne. À demain.